L'héritage, chapitre 5. Mais leurs espérances, toujours entretenues, toujours renouvelées, n'aboutissaient jamais à rien. De mois en mois, leurs attentes déçues, malgré la persistance de Le Sable et la bonne volonté de sa compagne, les enfiévraient d'angoisse. Chacun sans cesse reprochait à l'autre leur insuccès, et l'époux désespéré, amaigri, fatigué, avait à souffrir surtout de la grossièreté de Cachelin, qui ne l'appelait plus dans leur intimité guerroyante que « Monsieur le Coq », en souvenir sans doute de ce jour où il avait failli recevoir une bouteille par la figure pour avoir prononcé le mot chapon. Sa fille et lui, ligués d'instinct, enragés par la pensée constante de cette grosse fortune, si proche et impossible à saisir, ne savaient qu'inventer pour humilier et torturer cet instant d'où venait leur malheur. En se mettant à table, Cora chaque jour répétait « Nous avons peu de choses pour le dîner. Il en serait autrement si nous étions riches. Ce n'est pas ma faute. » Quand Le Sable partait pour son bureau, elle lui criait du fond de sa chambre « Prends ton parapluie pour ne pas revenir sale comme une roue d'omnibus. Après tout, c'est pas de ma faute si t'es encore obligée de faire ce métier de gratte-papier. » Quand elle allait sortir elle-même, elle ne manquait jamais de s'écrier « Dire que si j'avais épousé un autre homme, j'aurais une voiture à moi. » À toute heure, à toute occasion, elle pensait à cela, piquait son mari d'un reproche, le cinglait d'une injure, le faisait seul coupable, le rendait seul responsable de la perte de cet argent qu'elle aurait possédé. Un soir, enfin, perdant encore patience, il s'écria « Mais nom d'un chien, te tairas-tu à la fin ? D'abord c'est ta faute, à toi seul, entends-tu, si nous n'avons pas d'enfant, parce que j'en ai un, moi. » Il mentait, préférant tout à cet éternel reproche, à cette honte de paraître impuissant. Elle le regarda, étonnée d'abord, cherchant la vérité dans ses yeux, puis, ayant compris et pleine de dédain, « Tu as un enfant, toi ?» Il répondit effrontément « Oui, un enfant naturel, que je fais élever à Asnières. » Elle reprit avec tranquillité « Nous irons le voir demain, que je me rende compte comment il est fait. » Mais il rougit jusqu'aux oreilles, en balbutiant « Comme tu voudras. » Elle se leva le lendemain dès 7 heures, et comme il s'étonnait « Mais n'allons-nous pas voir ton enfant? Tu me l'as promis hier soir. Est-ce que tu n'en aurais plus aujourd'hui par hasard ?» Il sortit de son lit brusquement. « Ce n'est pas mon enfant que nous allons voir, mais un médecin, et il te dira ton fait. » Elle répondit en femme sûre d'elle « Je ne demande pas mieux. » Cachelin se chargea d'annoncer au ministère que son gendre était malade, et le ménage Le Sable, renseigné par un médecin voisin, sonnait à une heure précise à la porte du docteur Le Filleul, auteur de plusieurs ouvrages sur l'hygiène de la génération. Ils entrèrent dans un salon blanc à filets d'or, mal meublé, qui semblait nu et inhabité malgré le nombre des sièges. Ils s'assirent. Le Sable se sentait ému, tremblant, honteux aussi. Leur tour vint, et ils pénétrèrent dans une sorte de bureau où les reçut un gros homme de petite taille, cérémonieux et froid. Il attendait qu'ils s'expliquassent, mais Le Sable ne s'y hasardait point, rouge jusqu'aux oreilles. Sa femme alors se décida, et d'une voix tranquille, en personne résolue à tout pour arriver à son but, « Monsieur, nous venons vous trouver parce que nous n'avons pas d'enfant. Une grosse fortune en dépend pour nous. » La consultation fut longue, minutieuse et pénible. Seule Cora ne semblait point gênée, se prêtait à l'examen attentif du médecin, en femme qu'anime et que soutient un intérêt plus haut. Après avoir étudié pendant près d'1 heure les deux époux, le praticien ne se prononça pas. « Je ne constate rien, dit-il,
Rien d'anormal, ni rien de spécial. Le cas d'ailleurs se présente assez fréquemment. Il en est des corps comme des caractères. Lorsque nous voyons tant de ménages disjoints pour incompatibilité d'humeur, il n'est pas étonnant d'en voir d'autres stériles pour incompatibilité physique. Madame me paraît particulièrement bien constituée et apte à la génération. Monsieur, de son côté, bien que ne présentant aucun caractère de conformation en dehors de la règle, me semble affaibli, peut-être même par suite de son excessif désir de devenir père. Voulez-vous me permettre de vous ausculter? Le sable, inquiet, ôta son gilet, et le docteur colla longtemps son oreille sur le thorax et dans le dos de l'employé, puis il tapota obstinément depuis l'estomac jusqu'au cou, et depuis les reins jusqu'à la nuque. Il constata un léger trouble au premier temps du cœur et même une menace du côté de la poitrine. « Il faut vous soigner, monsieur, vous soigner attentivement. C'est de l'anémie, de l'épuisement, pas autre chose. Ces accidents, encore insignifiants, pourraient en peu de temps devenir incurables. » Le sable, blême d'angoisse, demanda une ordonnance. On lui prescrivit un régime compliqué. Du fer, des viandes rouges, du bouillon dans le jour, de l'exercice, du repos, et un séjour à la campagne pendant l'été. Puis le docteur leur donna des conseils pour le moment où il irait mieux. Il leur indiqua des pratiques usitées dans leur cas et qui avaient souvent réussi. La consultation coûta 40 francs. Lorsqu'ils furent dans la rue, Cora prononça, pleine de colère sourde et prévoyant l'avenir, « Me voilà bien loti, moi. » Il ne répondit pas. Il marcha, dévoré de crainte, recherchant et pesant chaque parole du docteur. Ne l'avait-il pas trompé? Ne l'avait-il pas jugé perdu? Il ne pensait guère à l'héritage maintenant et à l'enfant. Il s'agissait de sa vie. Il lui semblait entendre un sifflement dans ses poumons et sentir son cœur battre à coups précipités. En traversant les Tuileries, il eut une faiblesse et désira s'asseoir. Sa femme, exaspérée, resta debout près de lui pour l'humilier, le regardant de haut en bas avec une pitié méprisante. Il respirait péniblement, exagérant l'essoufflement qui provenait de son émotion. Et les doigts de la main gauche sur le pouls du poignet droit, il comptait les pulsations de l'artère. Cora, qui piétinait d'impatience, demanda « Est-ce fini, ces manières-là? Quand tu seras prêt ?» Il se leva, comme se lèvent les victimes, et se remit en route sans prononcer une parole. Quand Cachelin apprit le résultat de la consultation, il ne modéra point sa fureur. Il gueulait. « Nous voilà propres! Ah, bien, nous voilà propres !» Et il regardait son gendre avec des yeux féroces, comme s'il eût voulu le dévorer. Le sable n'écoutait pas, n'entendait pas, ne pensant plus qu'à sa santé, à son existence menacée. Il pouvait crier, le père et la fille, il n'était pas dans sa peau à lui, et sa peau, il la voulait garder. Il eut des bouteilles de pharmacien sur sa table, et il dosait à chaque repas les médicaments, sous les sourires de sa femme et les rires bruyants de son beau-père. Il se regardait dans la glace à tout instant, posait à tout moment la main sur son cœur pour en étudier les secousses, et il se fit faire un lit dans une pièce obscure qui servait de garde-robe, ne voulant plus se trouver en contact charnel avec Cora. Il éprouvait pour elle, maintenant, une haine apeurée, mêlée de mépris et de dégoût. Toutes les femmes, d'ailleurs, lui apparaissaient à présent comme des monstres, des êtres dangereux, ayant pour mission de tuer les hommes. Et il ne pensait plus au testament de tante Charlotte que comme on pense à un accident passé dont on a failli mourir. Des mois encore s'écoulèrent. Il ne restait plus qu'1 an avant le terme final. Cachelin avait accroché dans la salle à manger un énorme calendrier dont il effaçait un jour chaque matin, et l'exaspération de son impuissance, le désespoir de sentir de semaine en semaine lui échapper cette fortune,
la rage de penser qu'il lui faudrait trimer encore au bureau et vivre ensuite avec une retraite de 2 000 francs jusqu'à sa mort, le poussait à des violences de paroles qui, pour moins que rien, seraient devenues des voies de fait. Il ne pouvait regarder le sable sans frémir d'un besoin furieux de le battre, de l'écraser, de le piétiner. Il le haïssait d'une haine désordonnée. Chaque fois qu'il le voyait ouvrir la porte, entrer, il lui semblait qu'un voleur pénétrait chez lui, qu'il l'avait dépouillé d'un bien sacré, d'un héritage de famille. Il le haïssait plus qu'on ne hait un ennemi mortel, et il le méprisait en même temps pour sa faiblesse, et surtout pour sa lâcheté, depuis qu'il avait renoncé à poursuivre l'espoir commun par crainte de sa santé. Le sable, en effet, vivait plus séparé de sa femme que si aucun lien ne les eût unis. Il ne l'approchait plus, ne la touchait plus, évitait même son regard, autant par honte que par peur. Cachelin, chaque jour, demandait à sa fille « Eh bien, ton mari, s'est-il décidé ?» Elle répondait « Non, papa. » Chaque soir, à table, avaient lieu des scènes pénibles. Cachelin, sans cesse, répétait « Quand un homme n'est pas un homme, il ferait mieux de crever pour céder la place à un autre. » Et Cora ajoutait « Le fait est qu'il y a des gens bien inutiles et bien gênants. On ne sait pas trop ce qu'ils font sur la terre, si ce n'est d'être à la charge de tout le monde. » Le sable buvait ses drogues et ne répondait pas. Un jour, enfin, son beau-père lui cria « Vous savez, vous, si vous ne changez pas d'allure maintenant pour aller mieux, je sais bien ce que fera ma fille. » Le gendre leva les yeux, pressentant un nouvel outrage, interrogeant du regard Cachelin qui reprit « Elle en prendra un autre que vous, parbleu, et vous avez une rude chance que ce ne soit pas déjà fait. Quand on a épousé un paltoquet de votre espèce, tout est permis. » Le sable, livide, répondit « Ce n'est pas moi qui l'empêche de suivre vos beaux conseils. » Cora avait baissé les yeux, et Cachelin, sentant vaguement qu'il venait de dire une chose trop forte, demeura un peu confus.